Je m'appelle Sophie, et lors de mon dîner d'anniversaire dans le cœur scintillant du restaurant Le Dôme de Cristal de Lyon, ma sœur Chloé s'est levée, la main sur son ventre à peine arrondi, et a annoncé qu'elle portait l'enfant de mon mari, Luc. La pièce s'est mise à tourner, le tintement des verres de vin s'estompant en un grondement sourd tandis que tous les regards se tournaient vers moi, attendant que je m'effondre. Ils voulaient une scène, des larmes, des cris, peut-être une assiette brisée. Le sourire narquois de Chloé était assez aiguisé pour couper du verre, et Luc, debout à côté d'elle, a eu le culot d'avoir l'air compatissant, comme s'il ne venait pas de me poignarder dans le dos. Mais je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis juste restée assise là, mes doigts traçant la tige de mon verre de pinot noir, laissant le silence devenir lourd, suffocant. Il pensait avoir écrit mon histoire. Il n'avait aucune idée que c'était moi qui tenais la plume. Ayant grandi dans un duplex exigu de Lyon, j'étais celle qui maintenait la cohésion. Pendant que Chloé, de 2 ans ma cadette, dansait à travers la vie comme l'enfant prodige, c'est moi qui équilibrais le chéquier quand nos parents oubliaient de payer la facture d'électricité. Chloé était sous les feux des projecteurs nouvelle robe, leçons de danse, tous les applaudissements tandis que j'avais droit à des leçons sur la responsabilité. « Tu es si fiable, Sophie », disait-il comme si c'était un compliment, mais j'ai toujours eu l'impression que c'était une cage. Ça ne me dérangeait pas. Pas vraiment. J'aimais ma sœur, même quand son charme m'éclipsait. Je pensais que c'était simplement comme ça que les familles fonctionnaient, l'une de nous avait les pieds sur terre, l'autre était une étoile. Quand j'ai rencontré Luc, j'ai cru que j'avais enfin trouvé ma propre lumière. Il était conseiller financier, tout en charisme et en grandes promesses, avec des yeux qui vous donnaient l'impression d'être la seule personne dans la pièce. Nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie au bord du lac du Bourget, et j'ai tout investi pour construire une vie avec lui. Mon rêve était une famille. Des enfants courant dans un jardin. Des rires remplissant une maison que nous ferions nôtre. Mais après des années à essayer, aucun bébé n'est venu. Chaque test négatif m'érodait un peu plus, jusqu'à ce que je me sente comme si j'échouais à la seule chose que je désirais le plus. Luc me serrait dans ses bras, sa voix douce, en disant « Ce n'est pas grave, Sophie. Nous continuerons d'essayer. » Je le croyais. Je croyais en nous. Cette croyance s'est brisée un mardi après-midi pluvieux. J'étais dans notre appartement, faisant défiler sur notre tablette partagée une recette de lasagne, quand une notification de courriel est apparue. C'était de Chloé à Luc. L'objet était d'une simplicité glaçante, notre plan. Mon estomac s'est noué comme si j'avais avalé de la glace. Je savais que je ne devais pas regarder, mais mes mains ont bougé avant que mon cerveau ne puisse réagir. Le courriel révélait tout, la liaison, des mois de moments volés dans mon dos. Mais c'est le dernier paragraphe qui m'a fait plier les genoux, le plan de Chloé d'annoncer sa grossesse à mon dîner d'anniversaire pour m'humilier devant tous ceux que nous connaissions, pour me pousser à un divorce discret où il partirait avec tout. Elle cédera, écrivait Chloé. Elle cède toujours. J'ai laissé tomber la tablette, l'écran se fissurant contre le parquet, reflétant la fracture dans ma poitrine. J'ai titubé jusqu'à la salle de bain, verrouillant la porte, mon dos pressé contre elle comme si je pouvais maintenir la vérité à l'extérieur. Ma respiration venait par halètement saccadé, mais je n'ai pas pleuré. J'ai ouvert la bouche, laissant échapper un seul cri silencieux, une libération brute et sans mots de la vie que je pensais avoir. Puis quelque chose a changé. La douleur ne m'a pas brisé. Elle m'a aiguisé. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Léa, ma meilleure amie depuis l'université. Léa, ai-je dit, ma voix stable malgré la tempête à l'intérieur. C'est arrivé. Ils essaient de me détruire. Sa voix crépitait d'inquiétude. Sophie, où es-tu? À la maison, ai-je dit. Mais je ne vais pas me laisser faire sans me battre. Je vais réduire leur monde en cendres. Les semaines qui ont suivi la découverte de ce courriel ont été un tourbillon de rage et de concentration, comme si je marchais sur une corde raide entre l'effondrement et la riposte. Léa est venue le soir même, ses boucles sombres rebondissant alors qu'elle entrait en trombe dans mon appartement, prête à faire la guerre. Nous avons besoin d'un plan, a-t-elle dit, arpentant le salon, son cerveau de parajuriste déjà en action. Je me suis assise sur le canapé, la tablette fissurée toujours sur le sol, et je lui ai tout raconté, la trahison de Chloé, les mensonges de Luc, leur complot pour m'humilier. Mais c'était un souvenir d'il y a 1 an qui ne cessait de me hanter, exigeant mon attention. Luc et moi essayions d'avoir un bébé depuis des années, chaque tentative infructueuse étant une blessure silencieuse. Je l'avais supplié de se faire tester pour voir si le problème était médical.
Il a résisté pendant des mois, balayant cela d'un revers de la main, jusqu'à ce qu'un jour il accepte. Il est allé seul à la clinique des Alpes, et rentré les yeux rouges et m'a tenu dans ses bras alors que je sanglotais. « Ce n'est pas moi, Sophie » avait-il murmuré, sa voix chargée de ce que je pensais être un chagrin partagé. Le médecin dit que je vais bien. Ça doit être toi. J'ai porté ce fardeau pendant 1 an, croyant que c'était moi la défaillante. Mon corps, un échec. Chaque visite chez le médecin, chaque test, je me blâmais pendant que Luc jouait le mari compréhensif, me caressant les cheveux, promettant que nous surmonterions cela. Ce mensonge était une cruauté que je ne pouvais plus ignorer maintenant. Léa, ai-je dit, la voix dure. J'ai besoin de la vérité de la clinique des Alpes. Les résultats de Luc d'il y a 1 an. Elle a froncé les sourcils, passant une boucle derrière son oreille. Sophie, c'est protégé par le RGPD et le secret médical. Ce n'est pas facile d'y accéder. Je suis sa femme, ai-je lâché, les mains tremblantes. Il doit y avoir un moyen. Léa a hoché la tête, ses yeux se plissant. Donne-moi quelques jours. Je trouverai une clé pour cette forteresse. Il a fallu 2 semaines de travail acharné, d'appels téléphoniques, de fouilles dans les anciens dossiers de Luc pour des formulaires de consentement, et les manœuvres habiles de Léa pour contourner les protocoles de la clinique. Un soir, un courriel est arrivé avec une pièce jointe en format PDF. Mon cœur battait la chamade alors que je l'ouvrais, ma souris planant au-dessus du fichier. Le rapport s'est chargé et j'ai fait défiler jusqu'au résumé. Le patient présente une motilité des spermatozoïdes nulle. Diagnostic, azoospermie, stérile. Le mot m'a frappé comme une gifle. Luc n'était pas seulement un tricheur. Il m'avait laissé croire que j'étais le problème, sachant qu'il ne pourrait jamais me donner la famille dont je rêvais. Mes mains tremblaient. Pas de tristesse, mais de fureur. S'il pouvait mentir à ce sujet, que cachait-il d'autre? Cette question est devenue une obsession. Je me suis souvenu de l'histoire de Luc sur la visite à la clinique, les consultations de spécialistes, des milliers d'euros. J'ai consulté nos relevés bancaires de ce mois-là. Aucun paiement à la clinique des Alpes. Au lieu de cela, un retrait en espèces de 18 000 € me regardait, non justifié. Mes entrailles se sont tordues. Il ne s'agissait plus seulement d'une liaison. C'était quelque chose de plus grand, de plus sombre. Le lendemain matin, j'ai rencontré Monsieur Dubois, un détective privé au comportement calme de bibliothécaire, dans son bureau encombré de Lapardieu. Je me fiche de la liaison, lui ai-je dit en faisant glisser un dossier avec le relevé bancaire sur son bureau. Je sais qu'il me trompe. J'ai besoin que vous suiviez l'argent. Découvrez où sont allés ces 18 000 € et tout ce qui ne colle pas, il a hoché la tête, ses yeux vifs. Je vous trouverai des réponses, mademoiselle Sophie. En quittant son bureau, la pluie de Lyon trempant mon manteau, j'ai senti une étincelle de quelque chose de nouveau. Pas seulement de la colère, mais du pouvoir. Luc et Chloé pensaient pouvoir me briser, mais ils m'avaient sous-estimé. Je n'étais pas la sœur fragile qu'ils avaient écartée. J'étais celle qui avait maintenu la cohésion toute ma vie, et maintenant, j'allais démolir leur vie. Monsieur Dubois a livré son rapport 2 semaines plus tard, atterrissant dans ma boîte de réception comme une bombe à retardement. Je me suis assise à ma table de cuisine, l'horizon de Lyon gris à travers la fenêtre, et j'ai ouvert le fichier. Les chiffres racontaient une histoire pire que je ne l'avais imaginée. Luc avait créé un compte écran, acheminant de l'argent vers Chloé, son loyer, sa voiture, les sacs de créateurs qu'elle exhibait sur Instagram. Mais le vrai coup de poing a été un virement de 185 000 € du compte de dépenses de l'entreprise de Luc détourné de sa société à une société de titres pour une maison à Villeurbanne, maintenant au nom de ma mère. Ma propre mère, qui avait toujours choisi Chloé plutôt que moi, faisait partie de leur complot. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était une conspiration, un plan calculé pour me dépouiller de tout. J'ai appelé Léa, ma voix tremblante, non pas de larmes, mais d'une détermination froide. Ils ne me prennent pas seulement mon mariage, ai-je dit. Ils me volent ma vie. Léa était dans mon appartement en moins d'1 heure, son ordinateur portable ouvert, m'aidant à reconstituer le puzzle. La maison à Villeurbanne, l'argent, la grossesse de Chloé, il prévoyait de me laisser briser et de s'enfuir avec tout. L'implication de ma mère était la blessure la plus profonde. Elle avait toujours excusé l'égoïsme de Chloé, mais ceci signait de son nom une maison achetée avec de l'argent volé, c'était comme si elle m'avait effacé en tant que sa fille. J'ai passé les jours suivants à me préparer, ma colère s'aiguisant en une lame.
Léa et moi avons répété mon discours pour le dîner au dôme de cristal, nous exerçant dans mon salon jusqu'à ce que ma voix ne tremble plus. Tu vas y arriver, a dit Léa, ses yeux brillants de fierté. Ils ne sont pas prêts pour toi. J'ai hoché la tête, serrant les deux documents qui seraient mes armes, le rapport médical de Luc prouvant sa stérilité et le rapport financier de M. Dubois exposant le détournement de fonds. Ils étaient rangés dans mon sac à main, une promesse silencieuse de justice. La veille du dîner, je me tenais sur le balcon de mon appartement, l'horizon de Lyon scintillant dans l'obscurité. Je sentais le poids de la trahison de ma famille, la jalousie de Chloé, les mensonges de Luc, la complicité de ma mère. Mais je sentais aussi autre chose, de la force. J'avais passé ma vie à être la personne stable, celle qui arrangeait les choses. Et maintenant, j'allais arranger ça. Pas en criant ou en suppliant, mais en étant plus intelligente, plus affûtée, imparable. Alors que les lumières de la ville se reflétaient sur l'eau, je me suis murmuré, demain, ils verront qui je suis vraiment. Le dôme de cristal n'était que lustre de cristal et jazz feutré, le genre d'endroit où l'élite de Lyon célébrait ses victoires. Mon dîner d'anniversaire aurait dû être une célébration, mais alors que j'étais assise à la longue table en acajou, entourée d'amis et de famille, j'avais l'impression d'entrer sur un champ de bataille. Chloé s'est levée, la main sur son ventre, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur alors qu'elle annonçait « Luc et moi allons fonder une famille ». La main de Luc reposait sur son épaule, ses yeux se posant sur moi avec cette pitié étudiée que j'avais autrefois prise pour de l'amour. La pièce est devenue silencieuse, tout le monde attendant que je m'effondre. Je ne l'ai pas fait. J'ai pris une lente gorgée de mon vin, laissant le moment s'étirer, leur suffisance tournant allègre sous mon calme. Je me suis levé, mon verre levé, ma voix aussi claire que la lumière du lustre. À la famille, ai-je dit, marquant une pause pour laisser les mots s'installer, et à la vérité. J'ai fouillé dans mon sac à main, sortant un morceau de papier plié le rapport médical et je l'ai fait glisser sur la table vers Luc. Qu'est-ce que c'est, a-t-il demandé, la voix tendue, ses doigts hésitants. La vérité, ai-je dit, assez fort pour que tout le monde entende. De la clinique des Alpes. D'il y a 1 an. Son visage a perdu toute couleur, sa main figée au-dessus du papier. Il savait. Le sourire narquois de Chloé a vacillé, ses yeux allant de l'un à l'autre. Le plus grand mensonge n'était pas que tu couches avec ma sœur, Luc, ai-je dit, ma voix glaciale, tranchant à travers la pièce. C'était que tu m'aies laissé croire que j'étais la raison pour laquelle nous ne pouvions pas avoir d'enfant. Un hoquet de surprise a parcouru la table. La main de Chloé est tombée de son ventre, son visage se décomposant alors que la vérité la frappait. Luc était stérile. Sa grossesse n'était pas de lui. Ses yeux se sont tournés vers lui, puis de nouveau vers moi, l'horreur remplaçant son triomphe. Je me suis tourné vers ma mère, qui était assise, rigide, son verre de vin tremblant. Et maman, ai-je dit, mon ton s'adoucissant en quelque chose de létal, cette maison à Villeurbanne est charmante. Mais quand la société de Luc aura terminé son enquête pour fraude sur les 185 000 € manquants, ils viendront la chercher. La salle a explosé. Luc s'est jeté par-dessus la table, son visage tordu de rage. Menteuse, a-t-il hurlé, mes 2 agents de sécurité se sont jetés sur lui en quelques secondes, le tirant en arrière alors qu'il se débattait, maudissant mon nom. Chloé était assise, figée, ses mains tremblantes, des larmes coulant sur son visage. Les sanglots de ma mère ont brisé le silence, sa tête dans ses mains. Je ne ressentais aucune pitié, seulement un triomphe féroce et brûlant. J'avais passé des années à être la personne discrète, la personne fiable. Mais ce soir, j'étais une tempête. J'ai pris mon sac à main. Léa était déjà à mes côtés, sa main stable sur mon dos. Alors que nous nous dirigions vers les lourdes portes en chêne, Chloé a attrapé mon bras, sa voix un gémissement désespéré. Sophie, s'il te plaît. J'ai regardé sa main, puis ses yeux paniqués, et je me suis dégagé. Garde ça pour toi, s'il te plaît, ai-je dit, la voix plate. C'est fini. Et appelle celui qui est le vrai père. Il mérite de savoir. Les portes se sont refermées derrière moi, étouffant le chaos de la vie que je laissais derrière. Pour la première fois depuis des années, je pouvais respirer, l'air nocturne de Lyon vif et pur dans mes poumons. Les mois qui ont suivi cette nuit ont été un tourbillon d'avocats, de dépositions et de paperasses, mais ce fut une rupture nette. La société de Luc, désireuse d'éviter un scandale public, a réglé généreusement l'affaire, leur dédommagement étant suffisant pour repartir à zéro. J'ai déménagé dans un petit appartement à la Croix-Rousse, à Lyon,
avec un balcon donnant sur le canal. J'ai trouvé un atelier de poterie à proximité, un espace calme où mes mains travaillaient l'argile humide, façonnant quelque chose de nouveau à partir du désordre de mon passé. Un après-midi, alors que je riais avec Léa, qui échouait comiquement à centrer son argile, elle m'a lancé une petite particule. « Divorce finalisé ?» a-t-elle demandé en souriant. « Depuis quelques jours », ai-je dit, mon sourire réel, sans fardeau. Ils ne voulaient pas que leur linge sale soit lavé en public. Mon téléphone a vibré sur la table. Une alerte d'information d'une chaîne locale. L'ancien conseiller financier Luc Martin condamné à 5 ans de prison pour détournement de fonds. Une photo granuleuse le montrait menotté, le visage creux. Je l'ai regardé, ne ressentant rien ni colère, ni joie, juste du calme. C'était un chapitre que j'avais clos, un livre que j'avais fini d'écrire. Je suis retourné à mon tour de potier, l'argile fraîche sous mes doigts. Où en étions-nous, ai-je dit à Léa, faisant tourner le tour à nouveau. Sur mon balcon, je garde une seule orchidée que j'ai trouvée flétrie dans le rayon des soldes d'une jardinerie. Elle était abîmée, ses fleurs disparues, mais j'ai vu quelque chose d'obstiné dans ses racines. Je l'ai soignée pour la ramener à la vie, l'arrosant, lui chuchotant comme si elle pouvait m'entendre. Ce matin, j'ai remarqué un nouveau bourgeon, petit mais rebelle, tendant vers la lumière. Pendant si longtemps, j'ai pensé que c'était moi la défaillante, celle qui ne pouvait pas grandir. Mais je n'étais pas brisé. J'étais juste planté dans le mauvais jardin, entouré de gens qui préféraient me voir dépérir plutôt que prospérer. À tous ceux qui ont suivi ce parcours, merci. Vous avez marché avec moi à travers la trahison, la rage, et le travail lent et désordonné de la reconstruction. Si mon histoire a remué quelque chose en vous, cliquez sur le bouton d'abonnement et rejoignez-nous. Chaque cicatrice raconte une histoire de survie, de force et de nouveau départ. Continuez à façonner votre propre vérité, et on se retrouve à la prochaine.